BFM Business, BFM Crypto, le club. Et c'est parti pour un gros quart d'heure de crypto, effectivement. Comment va le Bitcoin? Il est légèrement en dessous des 29 000 aujourd'hui, à 28 880 $ le Bitcoin. Grégory Raymond nous accompagne, The Big Whale. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. Adli Takal-Bataille également à nos côtés. Bonjour Adli. Bonjour. Et bienvenue aussi président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Grégory, la réglementation continue d'évoluer. C'est vrai qu'on est en avance sur les autres en Europe, mais on n'est peut-être pas arrivé au bout du chemin. Comme dit Christine Lagarde, elle parle du voyage dans les hausses de taux. Le voyage dans les hausses de taux, on n'est peut-être pas au bout du voyage réglementaire pour ce qui concerne les cryptos. On va parler de MiCA. MiCA qui vient d'être adopté, mais la Commission européenne ne compte pas en rester là. Elle ne compte pas oublier les cryptos, ou plutôt les cryptos contribuables. Un projet de directive est en train d'avancer, un projet qui offrira aux administrations fiscales des moyens manifestement bien puissants, très puissants, pour surveiller ceux qui oublieraient de déclarer leur plus-value en crypto. Oui, vous savez, il y a un gros problème global pour capter les recettes fiscales issues des gains en crypto. Bon, ça peut être lié au fait que y a des gens qui esquivent volontairement l'impôt. Ça, forcément, il y en a. Il y en a aussi qui trouvent que c'est très compliqué de remplir la déclaration de revenus avec le système actuellement pour pour calculer les plus-values. Donc c'est très compliqué. Enfin bref, l'État ne s'y retrouve pas. Et vous l'avez sorti la semaine dernière, BFM Business. Il y a environ 20 000 contribuables qui sont actuellement en règle en France, donc qui déclarent des plus-values crypto. Il y a un petit écart quand même, parce que le rapport KPMG Adan publié aussi récemment indique que 10% des Français détiennent des cryptos. 10% des Français qui en détiennent, 20 000 qui déclarent des plus-values. Bon, il doit y avoir quelques petits rigolos au milieu, qui répondent pas à toutes leurs obligations. Selon nos calculs, il y a environ 800 millions d'euros de manque à gagner pour le fisc en France. Voilà. Rien que sur l'année 2021. Rien que sur l'année 2021, et juste sur les cryptos. Donc on peut se dire que c'est une source non négligeable, alors que l'État doit chercher des deniers un peu partout pour financer, par exemple, la transition écologique. Donc il faut remédier à ça. Effectivement. Et la Commission européenne compte donner aux États peut-être des outils supplémentaires pour aller chercher les crypto-contribuables qui oublieraient de déclarer. Qu'est-ce que cette directive prévoit ? Alors cette directive qui s'appelle DAC8, c'est très simple, elle prévoit l'échange automatique des informations entre toutes les administrations fiscales européennes. En clair, si vous êtes client sur la plateforme d'échange Bitpanda, qui est autrichienne, l'Autriche enverra toutes les informations à votre sujet chaque année au fisc français automatiquement. Et c'est ça qui change tout. Donc en fait, il sera quasiment impossible de masquer des plus-values que vous avez réalisées sur Bitpanda si vous avez bien sûr vendu vos cryptos contre des euros. C'est à ce moment-là qu'on est fiscalisé. Quelles informations du coup devraient être, c'est pas encore sûr, c'est sûr ou pas? C'est en train c'est en discussion. Okay. Et il y a peu de chances que l'Europe se dise on va peut-être s'asseoir sur des recettes fiscales. Oui, effectivement. Donc, on peut être quasiment sûr que ça. Donc si cette directive aboutit, et c'est très probable, quelles informations seront envoyées? Alors il y a tout, dépôt, retrait, échange, crypto, les éventuels revenus de staking, les airdrops, enfin toutes les opérations qui se passent sur vos comptes crypto sur les plateformes d'échange. Du coup, le fisc de n'importe quel pays d'Europe aura une vision absolument très claire de ce que vous avez en crypto. Et ce sera un vrai changement par rapport à la situation actuelle. Enfin, la France, par exemple. La France, c'est peut-être le pays du monde qui sait le mieux prélever les impôts, au point d'ailleurs que les experts français sont venus assister la Grèce lorsqu'il a fallu que la Grèce renforce son cadastre. Bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que cette directive européenne va vraiment changer la donne pour les contribuables d'aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut rappeler comment ça se passe là actuellement. Si vous voulez, là, le fisc, il sait tout ce que vous faites si vous êtes client d'une plateforme d'échange française. Par exemple, le CoinHouse. Là, il y a une obligation de reporting. Voilà, c'est quasiment automatique. Le fisc sait tout. Par contre, il sait rien sur celles qui sont à l'étranger et même celles qui sont PSAN à l'étranger. Par exemple, Bitpanda. Et en fait, lorsque le fisc a un doute sur quelqu'un, il envoie une demande. Donc en fait, c'est à son initiative. Et avec la directive DAC8, les informations viendront automatiquement à lui. C'est ça qui change tout. Mais voilà, si on peut encore revenir sur ce qui se passe actuellement, comment ça se passe, comment les gens se font attraper, c'est que généralement, vous faites une conversion crypto-euro, donc vous encaissez une plus-value, et vous le virez sur votre compte en banque pour le dépenser. En gros, ça se passe comme ça. Eh bien, c'est quand la somme arrive sur le compte en banque que votre banque se voit un montant inhabituel. Inhabituel, ça veut dire un montant anormalement élevé par rapport au flux qui transite comme d'habitude sur votre compte. Et là, TracFin
et alerté, et ensuite le fisc est en droit de vous poser des questions. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc si vous voulez, s'il y a que des petites ou moyennes plus-values, en fait, le fisc, on va pas l'alerter, il va rien voir. Et c'est pour ça qu'avec la directive, quand les informations sur tout ce que vous faites arrivent automatiquement, on va pouvoir industrialiser la chasse aux crypto-contribuables. En fait. À l'euro près ou pas? Tiens. En tout cas, ça va faire venir rentrer dans le rang de ce que vit ou subit déjà la finance traditionnelle, les contribuables en crypto-actifs? Bah oui, en fait, ce qui va se passer dans les cryptos, c'est ce qui se passe dans le monde traditionnel, dans le monde financier traditionnel depuis un peu moins de 10 ans. Je vois en face de vous, Adli Takalbata, il a l'air affligé. Mais oui. C'est bien, tant mieux, c'est bien, non? Il faut prélever l'impôt. En termes de liberté individuelle, c'est un grand classique. Après, on s'adapte au modèle qui existe déjà. Non, mais après, on vit un peu dans une collectivité quand même, Adli. Mais ça, je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis pour les impôts. Hein. Je suis pour qu'ils soient collectés justement. Et par contre, j'ai vraiment du problème avec la transmission systématique d'informations concernant les citoyens, quelle qu'elle soit en fait. C'est ce qui se passe en fait pour tous les instruments, tous les produits financiers. Par exemple, le secret bancaire n'existe plus en Suisse parce qu'il y a un échange automatique des informations. On peut juger si c'est bien ou mal, mais en tout cas, les cryptos vont être soumis en fait aux mêmes règles que le système financier. Et si vous voulez pas y être, en fait, vous avez qu'à ne pas repasser en fiat. Quand on accepte de jouer le jeu de l'euro, il y a toutes les règles qui vont derrière, je pense en fait. Ouais, c'est pour ça que les gens vont être de moins en moins, vont essayer de trouver des passerelles, j'ai envie de dire extraterritoriales. Stablecoin vers. Mais quand on passe, par exemple, de Bitcoin à stablecoin, il n'y a pas de fiscalité. Oui, mais c'est pour ça. Ils vont chercher des plateformes extraterritoriales pour faire du stablecoin vers de l'euro. Enfin, je veux dire, les capitaux ont déjà fui la France au niveau des cryptos. Clairement, les grandes fortunes, elles sont parties à Dubaï. C'est aussi la question du taux de fiscalité. Pourquoi les gens déclarent pas? Enfin, peut-être ils déclarent peu, ou s'il y a ce manque à gagner là, c'est peut-être aussi parce qu'on a une des fiscalités les plus fortes de tout l'espace européen. Par rapport aux grands pays industrialisés, on n'est pas si élevé que ça quand même. On est revenu à 30%. Hein. On est revenu avec la loi Pacte en 2017 à 30%. Sur ceux qui ont une gestion bon père de famille un peu à l'étranger. Et nous, on n'a pas du tout cette notion-là, c'est-à-dire qu'on l'a sur l'or, mais on l'a pas sur les cryptos. Alors qu'en Belgique, par exemple, elle est présente. En Espagne, il me semble aussi qu'ils avaient ce type de fiscalité. Le Portugal avait été très complaisant. Le Luxembourg est complaisant tout court. Non, mais je suis pas du tout d'accord, parce que pour le coup, la fiscalité sur les actifs, sur les capitaux mobiliers, dont bénéficient aussi les cryptos, cette fiscalité, elle a été largement abaissée depuis 2017. Hein. Mais la loi Pacte, elle a 30%. Mais je suis d'accord. Mais par rapport à la concurrence, on est quasiment dans la moyenne. Là. On est quasiment dans la moyenne. La France, je pense, n'a pas besoin d'être attractive sur sa fiscalité. Ce qui fait, je pense, l'attractivité de la France, c'est ailleurs. C'est le système de santé, c'est tout ça. Enfin, je veux dire, c'est normal, par exemple, qu'un petit pays joue sur la fiscalité financière pour attirer des capitaux. La France attire autrement, je pense. Bon, après, on aimerait que l'argent soit bien utilisé. Oui, voilà. Les services publics soient. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour la directive d'Acuit, il y a quand même un point positif, c'est que ça va, je pense, faire sortir de la relative clandestinité les cryptos, parce que là aujourd'hui, une banque, quand elle voit des mouvements depuis une plateforme d'échange, elle peut clôturer le compte. Et là, en fait, s'il y a un cadre qui rassure les banques, quelque part, les cryptos, ça va pouvoir devenir quelque chose de plus normal. Et bon, espérons. Vous le disiez, Adli, le point négatif, c'est que pour la vie privée, ça va pas être ça. Hein. C'est pourquoi l'entrée en vigueur de cette directive sur les contribuables en crypto? Alors, ça pourrait être adopté cette année, mais vous le savez, il y a toujours un délai avant que ce soit traduit dans la loi, donc l'entrée en vigueur, on peut tabler à peu près sur 2026, un peu comme MiCA en fait, finalement. Et il faut aussi souligner que l'OCDE prépare un dispositif similaire. Donc ça va dépasser l'Europe. Hein. En gros, tous les pays industrialisés vont avoir le même système d'échange automatique. Le G7 en tout cas, il y a de grandes chances. Ah oui, ça c'est sûr. Adli, tiens, on va parler aussi ensemble, Adli, d'un autre phénomène qui agite l'écosystème. Pour le coup, c'est pas de la fiscalité, c'est la récente explosion du prix d'un jeton. Un jeton nommé PP, c'est ça? En hommage à l'image virale à l'effigie d'une grenouille qui vient poser une fois de plus la question. Donc, la récente explosion de ce prix du PP, ça vient poser la question des jetons à visée communautaire qui n'ont pas de fondamentaux techniques particulièrement passionnants. Voilà. Surtout, c'est ça qui ne cherchent pas à en avoir. Ils ne cherchent même pas à en avoir, voilà. C'est juste du mème. Ce sont des mèmes. On appelle ça des mèmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les mèmes et plus particulièrement les mèmes numériques? Oui, un mème, c'est une petite unité culturelle de sens, et les mèmes numériques, c'est ces images généralement qu'on va se partager, ou des références culturelles qui sont issues du numérique en quelque sorte, qui se propagent, qui servent à s'amuser, en quelque sorte. C'est ça. C'est divertissant. Et ça peut faire passer des messages, parce que c'est assez proche finalement de l'art de la caricature ou de ce genre de choses. Et
c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de la culture Internet, pour le coup. Oui, les mèmes. Alors, les mèmes dans la vie quotidienne, c'est quoi? C'est la fourchette qu'on utilise, c'est la chanson vraiment de des unités culturelles. C'est Richard Dawkins qui conceptualise ce terme, et en fait, il se base... C'est pour ça que normalement, c'est un accent... c'est pas un accent circonflexe, c'est comme le mot gène, parce que la logique, c'est que c'est des gènes culturels, en quelque sorte. C'est des unités culturelles qui se transmettent et qui peuvent se répliquer et qui survivent si elles ont une certaine utilité, en tout cas résilience. Et c'est ce qu'on voit avec la fourchette, bon anniversaire, tout ce genre de protocole un peu qu'on a dans notre vie de tous les jours. Et sur Internet, ça s'est surtout manifesté via des codes culturels et des choses qu'on se partage de manière virale. Internet est une machine à mèmes. Cette tendance, elle est vieille, elle est ancienne. Enfin, est-ce qu'on peut remonter au premier meme coins? Le premier meme coin, on pourrait dire que c'est des Dogecoin en 2013, parce que même Dogecoin est assumé comme une blague dès ses origines. Finalement, il connaît une certaine viralité et même à l'époque, je m'en souviens, il avait atteint quand même une market cap assez élevée. Assez élevé pour que la communauté qui s'était greffée autour, finalement, veuille faire des actions publiques avec le Dogecoin, comme sponsoriser des voitures au NASCAR ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment une logique de rigoler ensemble avec un actif finalement qu'on achète parce que on a envie de faire partie de ce club finalement. Je pense qu'il y a cet aspect-là. J'avoue, j'ai pas non plus de grande lecture sociologique sur ce phénomène. Et on voit clairement que c'est quelque chose qui plaît à une certaine partie des gens dans les cryptos, qui sont pas forcément là pour les fondamentaux, mais qui sont peut-être là aussi juste pour passer du temps finalement sur Internet, comme quelqu'un le ferait dans un jeu vidéo. J'achète un Dogecoin, ça sert à rien. Enfin, si, ça peut permettre de faire de la spéculation. Voilà, après, il y a un chien, c'est rigolo. Mais voilà, il y a l'aspect spéculatif, mais il y a cette idée de faire partie d'un groupe qui peut faire des initiatives grâce à finalement tout cet argent en commun et cette spéculation. Internet adore les communautés, et maintenant qu'il y a les cryptos, chaque communauté a un peu sa monnaie. Là, c'est la monnaie des loleurs, des rigolos sur Internet au final. Il faut de tout. Et dans justement un peu cet ancien temps de 2013-2014, il y avait aussi une crypto-monnaie qui s'appelait le Coiny, qui était à l'effigie de Kanye West, mais pas Kanye West normal, Kanye West caricaturé dans South Park, donc à moitié poisson, à moitié Kanye West, pour ceux qui reconnaîtront l'épisode. Et là, Kanye West avait attaqué le meme coin. Et l'équipe avait dû changer finalement un peu le branding autour parce qu'il y a vraiment une atteinte au droit d'auteur. Pourquoi est-ce qu'on trouve autant de meme coins aujourd'hui? C'est quoi la logique fondamentale autour de ces boutons, Ça semble vraiment être la tâche communautaire et le fait de réussir à faire des choses ensemble et le fait de miser finalement sur une unité culturelle, une réputation, mais une réputation assez intangible vu que c'est une réputation culturelle et un groupe plus que de miser sur des fondamentaux. Donc il y a aussi peut-être un côté, on va dire... comment dire, la théorie du dernier fou, celle qui fait que qui sera le dernier à m'acheter ce que j'ai acheté en bourse à un prix plus haut. Il y a cet aspect spéculatif, mais il y a vraiment ce côté communautaire. Et en plus, ça a été amplifié par à la fois Ethereum qui a permis de faire beaucoup de jetons très facilement, à la fois par des personnalités comme Elon Musk qui ont joué avec. On a quand même eu le logo Twitter qui a été remplacé par le même Doge, justement. Donc ça va assez loin quand on y pense. Même lui, il mettait CEO of Dogecoin à une époque. Tout ça cumulé, je pense, a créé un attrait pour ces cryptos-là. Et quelqu'un qui n'y connaît rien se dit, au moins, ce truc-là, je le connais. Il y a aussi peut-être cet effet. C'est-à-dire que j'ai déjà vu passer cette image. Il y a une familiarité par rapport à d'autres choses. Et ces gens qui ont envie d'aller dans les cryptos se disent, je vais y aller pour ça. Et comme il y a des gens qui ont fait des fortunes, ils se disent, en plus, je peux faire fortune. Sûrement, dans l'inconscient. Donc, c'est ce que j'ai l'impression, en tout cas, qui fait cette popularité, comme on a vu en 2021 avec Shiba ou autre. C'est ça, et en même temps, ça pollue un peu l'image de l'écosystème. Ça peut être problématique d'un certain point de vue, parce que ça peut rendre la chose très casino. On peut considérer qu'il y a un côté puéril, parce que c'est souvent un peu mauvais enfant, j'ai envie de dire, mauvais garçon, ce genre de c'est une forme de boursouflure du vide. Enfin, voilà, il y a quelque chose de ça. Il n'y a rien derrière, je suis pas vraiment d'accord, parce que je pense que vraiment cet aspect communautaire, il est très fort. Et c'est-à-dire que ces gens-là vont vouloir réaliser des choses ensemble. Après, ça va plus être des choses pour rire. D'accord. Mais ça va donner finalement, sûrement, ça a donné des amitiés, je pense, ça a donné des projets. En fait, c'est des totems. Ouais. C'est des totems. Ouais. C'est un totem autour duquel les gens se regroupent, se reconnaissent et vont pouvoir bâtir pour le coup des choses peut-être plus tangibles. Pour le coup, je trouve que le projet Dogecoin est
plutôt intéressant parce qu'en plus à la base, c'était pas du tout prévu que ça ait cette ampleur. À la base, c'était deux types qui se sont dit, c'était en 2013 je crois, on en a marre de voir fleurir des projets qui se présentent comme le nouveau Bitcoin. Voilà. Je vais vous montrer qu'en 2 jours, on peut créer une crypto-monnaie, on va la mettre à l'effigie d'un chien qui fait rire tout le monde sur Internet, donc un même. Et voilà. Sauf que le truc a pris, il y a une vraie communauté derrière. Donc je trouve que c'est quand même une expérience d'Internet intéressante. Par contre, tous les projets qui sont lancés aujourd'hui, c'est des imitations. Ils espèrent reproduire le même phénomène. Et bon, voilà. Non, mais clairement. Comme le Dogecoin singeait en fait les projets de nouveaux Bitcoin, bah, tous les projets de Memecoin aujourd'hui, en fait, ils singent le Dogecoin. Oui, mais ils le singent de manière parfois eux aussi ironique. C'est-à-dire qu'ils l'assument totalement. PPCoin, vous allez sur leur page, il est marqué ce jeton n'a aucune utilité et peut sûrement perdre toute sa valeur. Voilà. Donc, Et du coup, ça va durer, ça va rester populaire longtemps. Ce phénomène-là c'est le côté très dur à savoir pour le coup. Là, c'est la prédictibilité du futur d'un memecoin est compliquée. Et ça parle au cerveau communautaire. Ouais. Moi, je suis étonné que Shiba continue d'avoir la valorisation que ça a quand on voit des projets très sérieux qui sont moins valorisés. Non, mais c'est sûr. Donc quand on voit les stats des plateformes d'échange, par exemple crypto.com, ils ont énormément. Shiba, se dire que leurs utilisateurs. Robinhood, ils avaient des en ont envie et prouvent de. Robinhood. Oui, bien sûr. J'ai compris gros minou. Pardon. Robinhood. Non, mais on sait pas. Les mêmes, ça pourrait être un meme coin. Voilà, vous pouvez le lancer, tiens. Shiba, oui. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un qui apparaisse. Bon, merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Adlit Akal-Bataille, Shift Capital et le Cercle du Coin, le Cercle du Coin. Grégory Raymond pour The Big Whale. Dans un instant.